Ce webinaire, c'est le deuxième de l'association Corps et Psyché et qu'on ouvre au fond ces moments de réflexion, ce partage en format visioconférence assez simple, hein. C'est quelque chose qu'on souhaite assez dynamique, assez ouvert et qu'on puisse à chaque fois traiter une thématique et surtout échanger et partager un certain nombre d'éléments autour de ça. Alors, deux, trois mots de présentation de l'association Corps et Psyché. Après les représentations du corps qui avaient été proposées il y a 3 mois en prélude un peu au colloque qu'on avait pu faire, organisé par Jérôme Potineau, qui est parmi nous ici ce soir et membre de Corps et Psyché aussi. Notre deuxième webinaire porte sur les langages du corps douloureux, présenté par le docteur Bernard Duplan. Je m'excuse Bernard, je reprends ma petite fiche pour pouvoir pas me tromper dans ta présentation. Bernard Duplan qui est médecin rhumatologue, algologue et membre de Corps et Psyché, chercheur associé au CRPPC de l'Université Lyon 2. Ce soir, il a eu la gentillesse de nous proposer une réflexion autour des langages du corps douloureux. Voilà, l'idée c'est qu'on puisse l'entendre sur cette question-là et puis discuter et réfléchir ensemble sur les 20 dernières minutes qui nous resteront après. Je vous souhaite une bonne écoute. À toi Bernard, je te passe la parole et puis on se retrouve très vite après. Bien, merci Roland. Bon, je vois que parler de la douleur est toujours douloureux, même au plan technique, et que notre président a disparu. Mais j'espère qu'il va vite revenir. En tout cas, je vous remercie bien. Bonsoir d'abord à toutes et à tous. Et je vous remercie d'être là pour cette présentation. Merci Fabien d'avoir organisé ce webinaire de Corps et Psyché consacré à la question de la douleur. Douleur qui est sans doute une des expériences humaines qui questionne le mieux les relations entre corps et psyché précisément. Alors, première chose à préciser, pourquoi avoir choisi comme titre les langages du corps douloureux? Sans doute parce que toute personne a recours au langage pour tenter de mettre en mots, en scène ou en sens le fait qu'elle a mal et pour s'adresser éventuellement à celui ou celle qui est supposé savoir, expliquer, soulager, ou mieux guérir ses douleurs. Deuxième chose à préciser, si j'ai prévu de parler des langages et non du langage, c'est tout simplement pour rappeler qu'il existe de nombreuses modalités langagières pour exprimer sa douleur, et j'ai choisi ce soir de les regrouper sous 3 rubriques principales. Certes, le langage verbal, mais aussi le langage du corps, et sans oublier le langage de l'acte ou par l'acte. Et une longue confrontation de plus de 3 décennies à des patients douloureux m'a appris que pour se donner toutes les chances de les comprendre, de les soigner au mieux, il est nécessaire d'entendre cette polyphonie de leur langage et donc en retour d'apprendre ces différentes langues, ces différents langages, de façon à être en quelque sorte un peu polyglotte avec eux. Alors, on va voir ensemble ce que peut recouvrir chacune de ces 3 modalités langagières de la douleur, avec ses intérêts, ses limites, ses implications, surtout pour les patients douloureux, au sein des dispositifs de soins qu'on met en place pour eux. Je commence de façon un peu arbitraire par le langage verbal, sans doute parce que c'est la manière la plus fréquente, je dirais la plus manifeste, d'entendre les patients nous adresser leurs plaintes douloureuses au quotidien. Mais si le langage verbal est la manière la plus fréquente, donc, il n'est pas toujours, on peut dire, la plus efficace pour s'exprimer et se faire comprendre quand on a mal. En effet, il est très vite mis en échec, ce langage, ou s'avère insuffisant pour marquer de façon précise l'intensité, l'extension, les limites, les modalités de la douleur, et ce d'autant plus qu'elle est devenue chronique. C'est ce qu'affirme l'anthropologue David Le Breton, pour qui la douleur est un échec radical du langage, soulignant le caractère incommunicable de la douleur. C'est ce que confirment aussi différents auteurs littéraires à propos de leur douleur, étant pourtant habitués à user du langage, de l'écriture et de ses subtilités dans ce qu'ils ont écrit. Je vous suggère ainsi de lire La Doulou d'Alphonse Daudet, qui parle de ces douleurs neuropathiques centrales dues à son tabès de cette manière. Ce que j'ai souffert hier soir, le talon et les côtes, la torture, pas de mots pour rendre ça, il faut des cris. D'abord, ça sert à quoi les mots? Pour tout ce qu'il y a de vraiment senti en douleur, comme en passion.
Ils arrivent quand c'est fini, apaisés. Ils parlent de souvenirs, impuissants ou menteurs. De même, le poète Joël Bosquet, qui vécut alité jusqu'à son décès en 1950, paralysé d'une balle reçue dans la colonne vertébrale en 1918, écrira « Au fond de la plus noire douleur, j'ai surtout souffert de trouver les limites à ma faculté de m'exprimer. » Une autre douloureuse chronique, Virginia Woolf, qui tentera toute sa vie d'échapper aux nombreuses manifestations somatiques et psychiques de sa souffrance jusqu'à son suicide, nous dit quant à elle: l'anglais, capable de donner voix aux pensées de Hamlet et à la tragédie du roi Lear, est pris de court par le frisson et la céphalée. Une personne souffrante tente de décrire un mal de tête à son médecin et le langage, aussitôt, lui fait défaut. N'ayant rien à sa disposition, elle est obligée d'inventer elle-même des mots et sa douleur dans une main et un morceau de son pur dans l'autre, comme l'a fait peut-être le peuple de Babel à l'origine. Elle espère faire naître de leur entrechoquement un vocable entièrement neuf. Il en résultera quelque chose de ridicule. Alors, quelles leçons tirer de ces difficultés, des limites sémantiques du verbatim de la douleur, autrement dit de ce décalage entre signifiant et signifié, de cette variation du sens des mots selon les sujets? Le résultat est-il aussi ridicule que l'affirme Virginia Woolf? Sans doute que non, je ne pense pas, à condition et si l'on laisse le patient douloureux dérouler le fil de son discours comme il vient, selon son rythme et selon l'associativité de ce qui lui vient à l'esprit. Doit-on rappeler qu'un patient est interrompu en moyenne au bout d'une quinzaine de secondes lors d'une consultation médicale? De même, un patient octogénaire, lui-même ancien infirmier, me disait de façon régulière: vous savez, les docteurs, il y a ceux qui attendent que vous ayez fini de causer pour parler et puis ceux qui causent en premier. Cette liberté de parole me semble essentielle pour que le patient douloureux entende qu'il est entendu. Même si on est souvent frustré de ne rien comprendre, en tout cas pas grand-chose, à ce qu'il nous raconte lors de la première rencontre. Mais si l'on se prête à cette écoute, on peut dire d'expérience que sur un entretien de 45 minutes, grosso modo, le premier quart d'heure va concerner des discours d'emprunt sur ce que le patient a déjà entendu d'interprétatif sur ses douleurs, ou ce qu'il a lu, ce sur quoi il s'est renseigné. Le deuxième temps concerne sa propre vision de ses symptômes, et ce n'est qu'en fin d'entretien, souvent dans les 10 dernières minutes, qu'il se permet d'évoquer éventuellement des choses plus personnelles, parfois sur le seuil de la porte. Il me semble que l'écueil principal sur lequel ils viennent buter les soignants du fait de ce décalage entre signifiant et signifié des mots de la douleur est d'avoir des attitudes trop interprétatives et suggestives, d'autant que la prise en compte de la douleur se fait dans le cadre d'une médecine de plus en plus pressée, où le quantitatif a pris le pas sur le qualitatif. C'est pourtant bien ce qui se passe lorsqu'on utilise des échelles d'intensité ou des échelles descriptives de la douleur. Le patient se trouve alors confronté à une sorte de prêt-à-dire, de prêt-à-penser, quand on lui suggère de situer un curseur sur une réglette ou de cocher la case qui correspond à la modalité sensorielle la plus proche de celle qu'il ressent. Comme dans le questionnaire de McGill, par exemple, avec ses 82 items. Vous vous imaginez un peu réaliser 82 opérations de réflexion cognitive à la suite. Quelle douleur! On pourrait se demander là si on a beaucoup évolué finalement depuis est-ce que ça vous chatouille ou est-ce que ça vous gratouille du docteur Knock. Mais ce qu'on oublie surtout, c'est qu'un grand nombre de patients sont incapables de se représenter à quoi correspondent les mots ou les chiffres qui leur sont suggérés. Tout cela pour dire de rester prudent et de connaître ses limites quand on prend au pied de la lettre les symptômes douloureux. Exclusivement, alors, sous un angle phénoménologique et métrologique. Si la principale perspective est de classer des douleurs dans différentes catégories nosographiques médicales, certains auteurs parlent d'ailleurs de phénotypage des patients lombalgiques, par exemple. Le risque, vous l'avez compris, ça va être de prescrire des traitements uniquement sur la foi d'une échelle ou d'un questionnaire, un simple chiffre ou un score déterminé par des affirmations floues ou hasardeuses, donc des raisonnements justes, médicaux, sur la foi de prémices fausses. J'y reviendrai dans le langage de l'acte.
Petite remarque en passant, toujours à propos de la sémantique, cette tentative de représentation de la douleur par différents mots, émanant d'un sujet porteur d'une histoire et originaire d'un milieu socio-culturel donné, ne doit pas faire oublier que sa façon de dire a toujours sa racine dans un milieu, a toujours sa racine dans quelque chose, qui ne se dit pas, l'être, au sens de être là, à la fois l'être qui se plaint et l'être qui écoute cette plainte, chacun dans sa singularité somato-psychique. On est bien dans le corps et psyché. Si l'on oublie cela, on ne construit que des théories de la douleur parcellaires, solipsistes, c'est-à-dire sans sujet. Je vais m'en tenir là pour ce qui est de l'étude sémantique du symptôme douloureux, tout en restant dans le langage verbal, mais pour l'aborder cette fois-ci sous l'angle de la linguistique, autrement dit par l'approche scientifique du langage verbal concernant la douleur. Et on va voir que ça ouvre des perspectives assez intéressantes. Cet angle d'approche nous montre qu'au plan étymologique, les mots construits sur la même racine que celle du mot douleur s'inscrivent dans le vaste domaine de l'affect. L'affect, qui, pour rappel, est un terme général recouvrant le registre des émotions, des sentiments, des passions, à côté des sensations. Ainsi, la langue grecque, déjà, avec le mot algos, et le latin avec le mot dolor, ne séparent pas la douleur morale de la douleur physique. Comme si, avec la douleur, nous dit Jean-Bertrand Pontalis, le corps se muait en psyché, la psyché en corps. Cette indistinction entre souffrance physique et morale se retrouve toujours dans le vieux français, avec les termes doleur, doulousé, dolenté, par exemple. Même chose avec la langue allemande, et même si je n'ai pas le temps de détailler ici, dans l'origine des mots Schmerz et Pein, ou encore dans la langue anglaise, avec celle des mots pain et ache. L'approche linguistique nous montre que la question du deuil, de la perte, mais aussi des dommages corporels et relationnels sous-jacents d'origine traumatique, sont contenus dans tous les mots qui vont graviter autour de la douleur, aussi loin que l'on remonte dans le temps, comme l'a montré l'historienne de la douleur, Roselyne Ray. La douleur, c'est donc un affect, parmi tant d'autres. L'affect du traumatique, plus précisément, avec son indistinction, comme tous les affects, somatiques et psychiques, avec sa double face, une face signalétique, auto-informative pour le sujet, et une face messagère. Elle est un affect signal car elle informe le sujet, d'ailleurs d'une façon paradoxale, désagréable et protectrice, que quelque chose de l'ordre d'une intrusion traumatique effractante menace son intégrité et le met en insécurité physique, psychique, mais aussi sociale ou relationnelle. Elle est messagère. C'est un affect messager, car elle est tournée vers autrui et permet d'appeler potentiellement à l'aide. On ouvre ici toute la clinique de la plainte. Un autre intérêt de l'étude linguistique de la douleur, c'est de nous montrer que celle-ci est le plus souvent exprimée par analogie et métaphore. Métaphores qui sont toujours marquées du sceau du mal, de l'excès, de l'hostilité, de l'adversité, de l'agression. Un peu comme si le sujet douloureux tentait de déplacer ce qu'il sent de douloureux vers une forme de représentation sensorielle qui soit la plus accessible à la compréhension, la sienne et celle des autres. Quelques exemples pris de la pratique clinique quotidienne. Ça pique, dit l'enfant dont on désinfecte la blessure. Ça brûle, dira un autre dans les mêmes circonstances. Ça appuie quand j'avale, dit quelqu'un qui est porteur d'un cancer gastro-œsophagien. Ça pulse du côté droit, dit une migraineuse. Ça tape, dit une autre. Ça coince, ça accroche, évoque un jeune gonarthrosique. Ça s'est encore bloqué, dit un lombagique, et nous pourrions continuer ainsi très longtemps les exemples. De même, le langage médical utilise de telles métaphores, un peu moins maintenant, telles que comme un coup de tonnerre dans un ciel serein, à propos de l'irruption soudaine et inattendue de la douleur pour souligner cette dimension d'explosion sensorielle. Alors, comment entendre cette manière analogique et métaphorique, finalement assez univoque et banale, d'exprimer ainsi sa douleur avec cette simple utilisation du pronom indéfini « ça » et un verbe, traduisant essentiellement le plus souvent un mouvement. Pour tenter de répondre à cette question, je suis amené au deuxième volet de cette présentation de ce soir, c'est-à-dire celui consacré au langage corporel de la douleur et à ses racines. Sa connaissance, on va le voir, revêt
de nombreux intérêts en médecine de la douleur ou en rhumatologie, qui sont deux disciplines très recouvrantes. Ce langage corporel est en fait le langage premier et le seul dont va disposer le bébé pendant toute la période archaïque du développement psychosensorimoteur, c'est-à-dire la période qui précède l'acquisition du langage verbal avant la période infantile. Mais ce langage corporel, d'ailleurs, pour mémoire, ne disparaîtra pas pour autant, il restera toute la vie en filigrane et continuera à s'exprimer de diverses manières sous forme de traces. Cette préoccupation de la mémorisation du début de la vie ne date pas d'aujourd'hui. Déjà en 1754, le philosophe Étienne Condillac nous dit dans son traité des sensations que les sensations tactiles et olfactives sont les fondements mêmes de la mémoire, du fait des traces et empreintes qu'elles vont laisser. Il reprend en cela les idées d'un autre philosophe empiriste, John Locke, pour qui il n'existe rien dans la pensée qui ne fût dans les sens. Mais cela ne s'arrête pas là, et ce que je vous présente ce soir à propos du langage du corps et des traces de la période archaïque s'appuie sur de nombreux travaux d'auteurs de différentes disciplines qui nous fournissent des données convergentes et complémentaires sur cette question. C'est le cas notamment d'un neurologue viennois bien connu du nom de Sigmund Freud, suivi par d'autres psychologues et psychanalystes post-freudiens tels que Mélanie Klein, Pierre Aulagnier, Guy Rousseau-Latour, Didier Angieux ou Jean Laplanche, mais aussi le philosophe français Merleau-Ponty. De nombreux neurobiologistes tels que Gérard Edelman, Jean-Didier Vincent, Tonino Damasio, Joseph Ledoux ou encore Francisco Varela, pour n'en citer que quelques-uns, ont aussi étudié cette période du développement où la mémoire n'est encore que procédurale, c'est-à-dire spécialisée dans l'acquisition des compétences motrices et cognitives. Ils ont montré qu'il s'agit de la période qui précède la maturation de l'hippocampe, cette structure cérébrale télencéphalique qui permettra alors la remémoration consciente des événements passés grâce au développement d'une mémoire déclarative pendant l'acquisition du langage et de la spatialité. Alors pendant cette période archaïque, le bébé va découvrir son monde extérieur utérin d'abord, dès le stade fœtal, au fil de la maturation de son système neurosensoriel, puis à sa naissance. Cette découverte se fait uniquement au travers de ces expériences sensorimotrices qui font appel à tous ces canaux sensoriels. Les canaux proximaux, olfaction, gustation, tact léger ou appuyé, les vibrations, le chaud-froid, la proréception. Les canaux distaux, vision, audition, mais aussi l'intéro et la proprioception, c'est-à-dire les positions, les mouvements et les forces qui sont essentiels dans les accordages sensorimoteurs mère-bébé. Ces processus sont au début sans sujet, sans objet. On retrouve cette indétermination du mot « ça » que je viens d'évoquer. Tout se résume à des sensations, des ressentis, de formes, de mouvements, un peu informes, ce qui a conduit Didier Angieux à appeler ces expériences signifiant formelles. Par exemple, quelque chose se rapproche, quelque chose s'éloigne, quelque chose glisse. Pierre Aulagnier, quant à elle, nomme pictogrammes ces proto-représentations, ces images de choses et de mots. Elle distingue des pictogrammes d'inclusion quand l'expérience sensorielle a été suffisamment bonne pour être intégrée et des pictogrammes de rejet dans le cas contraire. Par exemple, l'opposition ingurgité, recracher. Le bébé va ainsi mémoriser, intégrer, faire sien, si vous voulez, chacun des éléments, heureux ou malheureux, agréables ou douloureux, de l'ambiance sensorielle dans laquelle il est plongé. Il le fait sous forme de traces sensorielles et motrices, sous forme, comme on dit, de schèmes sensorimoteurs, qui vont se mêler les uns aux autres au fil du temps selon différents scénarios, mais sans qu'il n'en ait bien sûr conscience ou souvenir. Pour autant, ce processus de mémorisation, d'intégration, ne se fait pas tout seul. Il va se faire grâce à des processus d'accordage sur lesquels a beaucoup travaillé Dan Stern. C'est un peu comme si vous voulez, et selon une image un peu grossière, comme si chaque appareil sensoriel dans cette période allait subir une forme d'étalonnage, de formatage propre à chaque individu et à son environnement. Ces opérations d'accordage ne peuvent pas se faire toutes seules, car nous sommes des êtres néoténiques, c'est-à-dire immatures à la naissance et incapables de survivre
sans la présence d'un environnement parental nous permettant d'atteindre cette maturité. Autrement dit, nous ne sommes pas comme les tortues marines qui, à peine sorties de l'œuf, vont plonger dans la mer et vivre leur vie sans avoir à se soucier et dépendre de ceux qui les ont conçues. Je reviens à ce processus d'accordage qui va dépendre étroitement de l'environnement maternel primaire, c'est-à-dire de tous ceux qui s'occupent du bébé et qui vont répondre ou ne pas répondre de façon variable au plan quantitatif, qualitatif, temporel, mais aussi rythmique, à ses besoins fondamentaux, à ses gigotements, et qui vont l'envelopper dans toutes ses confrontations à son monde interne et externe, mais aussi à ses premières douleurs. La perception, qui, je rappelle, est une sensorialité psychisée, n'est jamais ponctuelle et immuable, et la douleur n'échappe pas à la règle. La perception est toujours une résultante de flux sensoriels en perpétuelle construction-déconstruction, dans une mise en rythme, en modulation, un rassemblement de ces différents flux dans la rencontre entre le bébé et son environnement. Donald Winnicott, s'appuyant sur sa longue expérience de pédiatre et de psychanalyste, reprend tout cela avec ses concepts de holding, handling et de representing. Et pour reprendre une expression chère à René Roussillon, il est nécessaire dans cette période que le sujet voit qu'il est vu, entende qu'il est entendu et sente qu'il est senti. Cela afin que ces expériences soient intégrées au mieux et ne fassent pas retour indéfiniment dans la vie du bébé devenu grand, sous forme de différentes manifestations douloureuses ou psychopathologiques d'ailleurs, assez diverses, si cet environnement primaire a été plus ou moins défaillant. Alors, vous allez me dire, la période archaïque du développement, on est encore loin d'avoir tout compris, elle ne nous a pas livré tous ses secrets, mais elle nous permet déjà de comprendre pourquoi la douleur se dit avec des mots qui sont en prise directe avec un langage archaïque, sensorimoteur, des mots qui sont une simple transcription de ce langage corporel primaire où seul le corps est messager. Donc attention à la confusion des langues en dialoguant avec notre langage formaté d'adultes soignants, un langage répété, disait Dolto, avec un sujet qui ne peut parler de ses douleurs que selon un langage rudimentaire issu de l'archaïque. Ça fait mal. Deuxième intérêt de la prise en compte de cette période archaïque, elle nous permet de comprendre les difficultés qu'ont les patients douloureux chroniques avec l'intersubjectivité. Bon nombre d'entre eux ont du mal à établir une relation soignante, ce qui leur vaut souvent d'être accusés de nomadisme médical puisqu'ils cherchent indéfiniment quelqu'un. Or, quand on connaît mieux leur histoire, et ça peut prendre beaucoup de temps, ils fonctionnent ainsi précisément car il y a eu souffrance dans leur période archaïque. Ces patients sont dans un appel à l'aide, mais en deçà de la capacité d'établir une relation intersubjective. Ils vont plutôt opérer un transfert sur plusieurs éléments partiels, humains ou non humains, des cadres de soins. On parle de diffraction du transfert dans ce cas, de constellation transférentielle. Et ce sont différents pédopsychiatres tels que Françoise Dolto, bien sûr, mais aussi Geneviève Hague et Bernard Gols, qui nous ont montré le rôle essentiel de la sensorialité pour accéder à l'intersubjectivité, pour que le processus de subjectivation puisse se faire, c'est-à-dire avoir la capacité de ressentir l'autre comme un autre, différent de soi, mais en miroir de soi-même, et comme un objet, autre sujet, chacun des sujets étant objet de l'autre. Je cite Bernard Gols. Il faut donc, pour percevoir l'autre, une synchronisation des flux sensoriels et qui fait appel à tous les canaux sensoriels. Troisième intérêt de la connaissance de cette période archaïque et des travaux sur les accordages primaires, il s'agit de s'assurer avant toute chose du sentiment de sécurité des patients au plan physique, psychique, social, comme on se doit d'assurer la sécurité d'un bébé qui ne peut accéder à l'intersubjectivité et à des acquisitions harmonieuses que s'il y a respect de ses rythmes, notamment de ses rythmes primaires, ceux concernant le sommeil et la nutrition. Or, quand on soigne des douloureux chroniques, on apprend que le sentiment de sécurité existentielle est largement mis à mal chez eux, et plus il est mis à mal,
plus ils seront réfractaires à ce qu'on peut leur proposer comme soin. Nos patients douloureux anorexiques nous le rappellent sans cesse. Ce n'est que lorsque ces rythmes primaires seront pris en compte et soignés, réharmonisés le mieux possible, que leur socle identitaire sera quelque peu lui aussi remis en sécurité. Et alors, on pourra espérer que des remaniements physiques et psychiques ultérieurs, permis par les soins, pourront mener à un changement de leur plainte. On retrouve ici la dimension phorique du cadre de soins, cher à Pierre de Lullon, un cadre qui accueille et qui porte, un cadre qui soutient. Vous voyez donc la richesse des enseignements que nous apporte la connaissance de la période archaïque, et cela nous amène à aborder le troisième aspect langagier que j'ai choisi de vous présenter ce soir, c'est-à-dire le langage de l'acte, si essentiel chez le patient douloureux. N'oublions pas que Goethe a écrit dans son Faust « Au début était l'acte ». Je me limiterai, bien sûr, du fait du temps, à évoquer ce langage expressif par l'acte sous l'angle des attitudes posturales, ainsi que sous l'angle de l'acte thérapeutique et de l'acte créateur chez les patients douloureux. Alors la posture d'abord. Immense domaine, mais je me suis limité à quelques aspects. C'est aussi et toujours dans cette période archaïque de la vie que vont se mettre en place les schémas moteurs liés aux affects de la peur, de la détresse, de l'effroi, qui vont rester étroitement liés à la douleur, comme l'ont démontré les travaux d'Anne-Marie Perrin sur les expériences précoces de douleur. C'est aussi dans cette période que seront acquis tous les schémas posturaux et gestuels qui vont permettre ultérieurement à un sujet de se repérer, de se mouvoir dans son espace au moyen de son appareil locomoteur, qui est l'appareil de mise en relation avec autrui. L'approche d'un sujet douloureux prend alors une toute autre perspective en veillant à repérer l'apparition, la réapparition de ces schèmes et schémas moteurs archaïques, véritable proto-posture au sein de la gestuelle actuelle, dans une écoute ou une lecture d'une associativité qui ferait appel non pas uniquement au verbal, mais aussi au corporel. Pour rappel, le bébé dispose à la naissance et durant la première année de sa vie d'une dizaine de réflexes successifs, appelés les réflexes archaïques, réflexes primitifs ou encore réflexes de survie. Ces réflexes qui dépendent du tronc cérébral ont pour déterminisme de protéger l'intégrité du bébé, là encore la sécurité, en permettant son nourrissage grâce aux réflexes de succion, de déglutition, de fouissement ou encore des points cardinaux de recherche. Ces réflexes permettent aussi sa protection vis-à-vis des possibles agressions extérieures, ainsi que la mise en place de la posture. Ces schémas réflexes archaïques vont se succéder pendant les premiers mois de la vie, puis être intégrés, c'est-à-dire s'enfouir dans la mémoire par masquage successif les uns par les autres au fil des mois, selon un double déterminisme biologique d'origine génétique d'une part et un déterminisme psychologique qui est régulé par ce qu'on appelle l'épigénèse interactionnelle lors des soins précoces de la part de la mère vis-à-vis de son bébé. Vous voyez qu'on revient ici à nouveau à la question de l'accordage. Alors, l'approche clinique de nos patients douloureux chroniques de l'appareil locomoteur permet de retrouver très fréquemment la résurgence de ces réflexes. Déjà, Sándor Ferenczi, dans ses travaux sur les névroses de guerre, évoque dans les situations post-traumatiques que tout se passe comme si un affect trop intense ne pouvait plus se décharger par les voies normales, mais devait régresser vers des modes de réaction déjà abandonnés, mais virtuellement existants. Il avait déjà un peu tout compris sans qu'il y ait de connaissances neuroscientifiques. C'est le cas du schéma moteur de la peur, hérité du réflexe de Moreau, et qui se manifeste par un retrait de la partie supérieure du tronc et des épaules, un raidissement de la posture de tous les muscles spinaux, et qui peut aller au maximum jusqu'à un effondrement et un repli total du sujet sur lui-même, avec enroulement des 4 membres en flexion, de façon à protéger la partie antérieure du thorax et de l'abdomen, et ainsi la fonction respiratoire. Il est fréquent en clinique de la douleur de repérer différentes traces partielles. On ne repère pas tout, mais on voit des petits morceaux comme ça qui apparaissent de ce schéma postural de la peur. Ne serait-ce que de façon chronique, chez les douloureux chroniques du rachis, l'enroulement des membres supérieurs fixés vers l'intérieur, ou bien quand on les regarde respirer,
une respiration qui est marquée par des cycles ventilatoires qui sont le plus souvent bloqués sur le volume de réserve inspiratoire. Je pense ainsi à la patiente Sildowski, dont je vais parler un peu plus loin, et qui se mettait quasiment en opisthotonnose sur sa chaise quand elle abordait certains éléments de son histoire et qu'elle se sentait débordée par ses émotions. J'ai connu un enfant aussi, quand il se mettait à parler de certaines choses et qu'il se posait sur une chaise, qui, au bout de quelques minutes, tombait de sa chaise, le tonus lâché. Deuxième illustration du langage de l'acte, les relations entre l'acte et la dimension thérapeutique que je souhaite revisiter avec vous dans sa dimension messagère chez un patient douloureux. Certes, nous avons tous l'habitude d'assister à des comportements inattendus ou énigmatiques pendant des suivis thérapeutiques. Nous rencontrons tous des patients qui ne peuvent dire les choses, mais les mettent en acte, qui ne passent que par l'acte pour tenter de se faire comprendre. Je pense à une patiente qui, à certaines périodes de l'année, annulait ses rendez-vous, toujours 1 heure précisément avant l'heure du rendez-vous, prétextant à chaque fois qu'elle était débordée, avec tout le côté énigmatique du terme débordé, qu'elle disait au secrétaire. Le travail psychothérapique lui a permis quelques années plus tard de mettre en mots ce débordement, qui était un débordement d'affect survenant dans la période anniversaire d'un épisode traumatique et qui l'a menée à s'absenter d'elle-même et de ses rendez-vous. Mais je voudrais plutôt évoquer le problème des patients douloureux chroniques qui nous énumèrent une quantité impressionnante d'actes médicaux toujours plus toxiques, toujours plus invasifs, auxquels ils ont pu se soumettre pendant parfois des années et dans une forme de détachement doublé de soumission vis-à-vis d'une médecine qui est valorisée à présent essentiellement par la multiplication des actes techniques, tout cela étant bien sûr soutenu par la pensée managériale actuelle des hôpitaux. Cette approche médicale semble reposer sur des postures guerrières, selon les termes mêmes de la sociologue Marie-Christine Pouchel, avec une écoute au pied de la lettre du j'ai mal, en tant que symptôme à valeur négative à éradiquer, ce qui est tout à fait normal, on me dirait, mais on va voir les limites, en recourant à des traitements tout aussi symptomatiques, exclusivement symptomatiques, selon des modèles de causalité simples et linéaires. Les montées en gamme pharmacologiques ou chirurgicales sont parfois impressionnantes et surtout peu efficaces, redoublant alors la qualification de ces patients comme douloureux chroniques rebelles par les soignants eux-mêmes. Et on a l'impression qu'on sort des outils les uns après les autres d'une caisse à outils. Quand un ne marche pas, on prend le suivant, de plus en plus fort, de plus en plus violent. Je pense à une patiente que j'ai prénommée ou anonymisée, Eva, comme EVA, échelle visuelle analogique, mais aussi du fait de ses origines nordiques. Cette patiente m'avait été adressée pour sevrage d'opiacés. Elle avait en effet usé et abusé sans résultat de toute la gamme des antalgiques faibles et forts que l'on peut prescrire. Mais ce qui m'avait frappé était la manière dont elle me parlait de ses jours Keta, pendant sa période Keta, donc Keta pour kétamine, et qui avait duré pendant plus de 2 ans, avant un nouveau passage par les opioïdes, pas plus efficace selon elle pour ces douleurs que la kétamine. Elle m'avait frappé par la quantité d'interventions qu'elle avait subies dans les suites d'un polytraumatisme de la route, mais aussi par la manière dont elle parlait de ces dédoublements qu'elle vivait à l'occasion de ses jours Keta, quand elle se rendait dans son centre de la douleur pour recevoir ce produit. Ce n'est qu'au bout d'un long travail d'élaboration, marqué par de nombreuses consultations, hospitalisations, qu'elle a pu me dire qu'elle avait déjà pu vivre ces dédoublements au moment de son mariage, qui était une forme de mariage arrangé, en tout cas sans désir. Dédoublements qu'elle se rappelait aussi avoir vécu lorsqu'elle avait dû subir l'inceste paternel, après avoir retrouvé ses parents au début de son adolescence, parents qu'il avait abandonnés à la naissance et confiés dans un pays lointain à ses grands-parents. Elle avait fini par envisager ces jours Keta comme des moments où elle pouvait, dans son dédoublement, halluciner les soins bienveillants de sa grand-mère qu'elle retrouvait dans la relation maternelle primaire qu'elle avait développée dans la rythmicité de la rencontre avec les infirmières de cette structure de la douleur. Il me semble donc, à la lumière d'observations comme celle-ci, mais qui sont nombreuses, il me semble nécessaire de redoubler de prudence dans les escalades thérapeutiques, d'ailleurs souvent demandées par les patients eux-mêmes, sans tenir compte des conséquences.
Le soulagement qu'ils attendent n'est pas toujours celui qu'ils demandent et ils ne le savent pas eux-mêmes, étant en fait en recherche de l'établissement d'un lien, coûte que coûte. Dernier aspect de ce langage de la douleur par l'acte que je voudrais évoquer avec vous ce soir, l'acte créateur. Vous savez que les thérapies à médiation sont largement utilisées pour convoquer les traces sensorimotrices archaïques du sujet et les remettre en jeu, en scène, en acte, pour reprendre une harmonisation sensorielle dont j'ai parlé tout à l'heure, qui serait défaillante. Ces médiations sont très utilisées, elles portent différents termes, noms, approche psychocorporelle, etc. Mais je pense que pour parler vraiment de thérapie à médiation, il faut qu'il y ait un réel travail de reprise élaborative avec un psychologue clinicien et que la thérapie à médiation ne se résume pas à la médiation elle-même, comme on le voit parfois sous forme d'occupation du patient. J'ai fait le choix plutôt que de développer toutes ces théories, on n'aurait pas le temps, de vous présenter pour finir cette vignette clinique de façon à illustrer l'intérêt et la complexité de ces relations entre douleur et création au travers d'une patiente qui a souhaité que je l'anonymise sous le nom de Sildovitch. Je la suis depuis plusieurs années pour un tableau douloureux diffus de l'appareil locomoteur, dans un contexte, elle aussi, de séquelles de polytraumatisme survenu vers l'âge de 20 ans à l'occasion d'un accident de moto. Cette patiente se destinait à être monitrice de ski. Les handicaps consécutifs à son accident l'amèneront à devenir professeure d'art plastique, mais aussi peintre et sculptrice. Elle a été hospitalisée à de nombreuses reprises pour diverses décompensations somatiques et psychiques. À l'occasion des différents soins ou entretiens, elle me dit régulièrement qu'elle a une douleur au fond d'elle-même, mais qui lui a permis de créer ou qui lui a imposé de créer. Elle me dit souvent « créer est vital, sinon je crève ». Et elle m'évoque régulièrement les périodes de sa vie où elle a frôlé la mort, la moto, bien sûr, un an dans la rue comme SDF, des problèmes d'addiction multiples, des moments où elle n'arrive plus à créer. Et puis, un regain de créativité la sauve à nouveau d'un épisode somatique grave. Peu à peu, je comprends qu'il est important de prendre en compte les différents dessins que Sildovitch dessine pendant ses hospitalisations, qu'elle offre au personnel, qui sont ensuite affichés ou posés sur les murs du service, et sans doute qu'ils intéressent beaucoup de monde, qui sont régulièrement volés, ce qui ravit la patiente quand elle l'apprend. J'avais proposé à Sildovitch de lire La Doulou d'Alphonse Daudet, évoquant avec elle les travaux de recherche qui sont menés par le Réseau international des thérapies à médiation à l'Université Lyon 2, sous la direction d'Anne Brun. Ce texte a représenté pour Sildovitch une véritable révélation sur la douleur, selon ses dires. Il a écrit « Je l'ai peinte et sculpté », s'écrit-elle. Elle a pu me dire alors, avec beaucoup d'émotion, que juste après la lecture de ce texte, il lui est revenu un souvenir d'enfance de nature traumatique qu'elle a associé à son accident de moto et qu'elle avait totalement refoulé. Lors de cet accident, elle s'était retrouvée en effet gravement blessée à côté de son compagnon qui conduisait la moto et qui était dans le coma à côté d'elle. Situation semblable à celle qu'elle avait connue et oubliée donc, à l'âge de 4 ans, dans la voiture que conduisait sa mère. Un accident grave venait d'avoir lieu, elle se retrouvait là, à côté de cette mère qui était dans le coma. Cette dernière avait ensuite passé de nombreux mois en milieu hospitalier avant de pouvoir sortir de l'hôpital et d'être enceinte de 2 jumelles, alors même que cette mère évoquait son désir d'avoir un garçon. Sildovitch va donc se retrouver doublement privée de sa mère, du fait des suites de l'accident, puis du fait de cette maternité qui va accaparer cette jeune mère récupérant de ses blessures. Sildovitch me dit alors qu'elle va tenter d'occuper le vide, de prendre une forme d'identité de garçon, se rapprochant de l'amour de son père, qui est médecin. Ses premières créations consistent à injecter de l'éosine dans des vers de terre en utilisant les seringues et les aiguilles de son père médecin, afin de le séduire peut-être, mais aussi avant de faire courir ces vers de terre sur des feuilles de papier, observant les formes qu'il pouvait y dessiner avec leur éosine. Elle me dit que pour elle, créer était indispensable, qu'il lui fallait remplir du vide avec ses sculptures de papier en journal froissé
mis en forme, collés, qui gigotaient à sa place au bout de leur fil, et qu'elle va reproduire ainsi par dizaines et par dizaines, toujours plus petites, toujours plus gigotantes, avec des papiers de diverses textures, des couleurs de diverses formes. Elle a surtout pu me dire que la Doulou avait agi comme une forme de miroir qui lui avait renvoyé une partie cachée d'elle-même qu'elle avait oubliée, et que pour elle, une œuvre prend valeur d'œuvre chez un sujet quand elle lui renvoie un rayon de lumière sur ces zones d'ombre de lui-même, je la cite. J'ai donc décidé de terminer sur cette réflexion de cette patiente, et je vous remercie pour votre participation, votre écoute. Alors, bon, un immense merci, Bernard. J'ai pas pu te présenter, mais je crois que la présentation a été faite. Un immense merci parce que tu ouvres une réflexion. C'est notre deuxième webinaire ouvert sur une cinquantaine de personnes pour partager un peu nos objets qu'on travaille à corps et psyché. Et c'est un objet, la douleur paradigmatique. Alors, je crois que tu l'as dit, mais j'ai dû quitter quelque temps ta présentation au début. C'est un objet paradigmatique de la question corps et psyché. Au fond, on a très longtemps, je crois, séparé l'enjeu de la douleur physique et l'enjeu de la souffrance plus psychique. Et ce qu'on est bien obligé de s'apercevoir, c'est que si ces deux versants, au fond, d'une colline ou d'une montagne et qu'on peut aborder les choses sur une géographie un peu différente sur le somatique et sur le psychique, évidemment que c'est totalement intriqué et que les enjeux vont circuler en permanence entre la douleur physique et la reconnaissance ou la souffrance ou le débordement psychique du patient. Et donc, c'est un objet vraiment assez modèle, assez prototypique pour penser ces liens-là. Donc, je voulais te remercier parce que, alors, en plus, tu fais dans un topo extrêmement condensé et très accessible une excursion de très haute volée. Donc, vraiment, merci à toi sur cet enjeu et sur le choix que tu as fait de le prendre par le bout du langage, par le bout des langages. Tu parles de polyphonie des langages et de la nécessité de convoquer cette polyphonie pour tenter d'approcher du phénomène douloureux. Alors, je vais picorer deux, trois choses pour ne pas monopoliser tout le temps de la discussion, sur quoi je voulais mettre un petit coup de surligneur, un peu jaune fluo. La question de l'affect, la douleur est un affect, tu le montres, est exemplaire. Et pour le coup, on réentend à travers ton exploration la question des théories au fond de l'affect ou du prototype, du modèle au fond absolu de l'affect qu'est l'angoisse chez Freud. Et dans ces différentes théorisations, ben, je crois qu'on les retrouve, c'est-à-dire que tu parles d'un affect qui peut être messager. La douleur peut avoir cette vertu d'adresser quelque chose, mais qui peut être aussi un affect signal, et au fond un signal à soi-même pour mettre en branle quelque chose d'une défense du moi, ou en tout cas d'une tentative de survie à cet enjeu de douleur. Mais on pourrait rajouter, comme dans la théorie de l'angoisse, qu'il pourrait y avoir un autre niveau, c'est quand, au fond, la dimension quantitative, économique, déborde tellement à partir de la douleur que là, il n'y a plus place pour le signal, il n'y a plus place pour le message, il y a quelque chose qui fait une irruption traumatique, débordante, noyante, quantitative. Et je trouve que ces différents étages sont extrêmement précieux à penser dans la théorie de l'affect en général, et en particulier dans cette question intermédiaire de la douleur entre corps et psyché. Et ça me permet de glisser une deuxième petite remarque sur la dimension économique, quantitative, tout à fait essentielle. Je trouve vraiment que peut-être on ne fait pas assez de cas de cette dimension quantitative et économique. On va y revenir à corps et psyché l'an prochain à Toulouse et peut-être dans un prochain webinaire, mais je trouve que cet enjeu-là est tout à fait essentiel, c'est-à-dire que jusqu'à un certain niveau, il y a élaboration, il y a symbolisation possible, il y a adresse à l'autre, il y a fonction messagère, il y a une capacité d'élaborer, fût-ce dans des régimes très archaïques ou très originaires, tu l'as bien montré, de la vie psychique, très ancrée dans le sensoriel, dans le corporel. Au-delà d'une certaine limite quantitative, tous ces mécanismes sont débordés. Et là, pour le coup, on va retrouver ce que tu appelais le régime de l'acte, c'est-à-dire avec des décharges, avec des choses qui sont beaucoup moins mentalisées, dans des circuits beaucoup plus courts. Donc, je trouve que cet enjeu-là de l'affect, dans ces différents étages et de la question économique est tout à fait central. En tout cas, je veux l'entendre, ou je crois l'entendre à travers tous tes développements.
Alors évidemment, ça convoque aussi l'originaire, le précoce, tu l'as beaucoup montré, jusqu'au réflexe archaïque dans les langages de l'acte sur la nécessité de la sécurité pour faire face, comme avec un bébé, aux patients douloureux. Enfin, tu as repris vraiment énormément de développement là-dessus. Et de fait, il me semble qu'on doit avoir aussi une théorie de l'originaire qui, là aussi, va être sur Néro, je crois, parlait de système antitraumatique, c'est-à-dire sur des premiers débordements de l'information sensorielle, corporelle que le nourrisson va recevoir et qui va avoir besoin, au fond, pour pouvoir se psychiser, eh ben, d'un appareil psychique qui va se prêter tant dans les fonctions de parexcitation que de transformation, de rêverie, d'élaboration. Et cet enjeu de la douleur nous ramène à cette question-là, je crois que tu le montres bien, en ouvrant une question abyssale et monumentale que tu perds jamais de vue. Tu fais pas qu'une théorisation, tu fais aussi une approche plus technique du soin, de l'accompagnement, de l'écoute, de la manière de recevoir cette douleur et de l'accompagner. Et évidemment, on entend à chacun de tes propos qu'il faut du temps pour écouter le langage de la douleur, qu'il faut amener de la sécurité, qu'il faut qu'il y ait un autre miroir. Daudet le disait déjà avec la doulou, il faut qu'il y ait un miroir pour que quelque chose de ce qui s'exprime dans le corps et dans l'acte devienne un message et un langage. Faute de quoi, il n'y a pas d'expression langagière. Il y a des déversements ou des expressions peut-être. D'ailleurs, à ce titre-là, je voulais juste reprendre aussi ta déclinaison polyphonique du langage, le langage proprement dit, verbal, et puis dans la polyphonie, le langage du corps et le langage de l'acte. Je viens de finir un papier sur le langage du corps pour dire, alors que c'est le titre même du papier, pour dire qu'au fond, il y a une supercherie de langage du corps. Au fond, est-ce que c'est bien un langage? Est-ce qu'on peut penser que c'est un langage? Ou est-ce qu'il faut plutôt dire qu'il y a une expressivité du corps qui va devenir langage et trouver une fonction messagère et une fonction symbolisante pour peu, si et seulement si, un autre psychique, dans une dissymétrie, va pouvoir l'entendre et le traduire. Faute de ce miroir et de cet autre, je crois qu'il y a une espèce de supercherie à parler de langage du corps. Ce n'est pas tout à fait un langage, c'est une expressivité, c'est des choses qui traversent le corps, et ça n'advient que s'il y a un autre. Et donc l'autre, le temps, la sécurité sont les éléments de ce soin, de cette écoute d'abord. Et tu parles bien aussi des confusions de langue, des risques d'écrasement de l'appréhension de la douleur sur des seules grilles ou des chiffres pour médiquer ou surmédiquer, mais aussi de cette confusion de langue potentielle. Ça rajoute à la confusion de langue chère à Ferenczi sur la tendresse et la passion. Là, pour le coup, il y aurait quelque chose qui, dans le langage de l'archaïque et de la convocation des sources originaires du corps et de la question d'une métabolisation plus secondarisée, pourrait aussi nous faire partir dans une confusion de langue sur cet objet de la douleur. Donc tout ça, je trouve que ça nous amène énormément d'éléments à réfléchir, et puis pas seulement sur l'objet de la douleur, ce que tu montres dans ce laboratoire-là, je crois qu'on doit l'exporter et le penser ailleurs. Tu as fait des ponts sur les thérapies à médiation, mais dans d'autres cliniques qui sont moins marquées du sceau de la douleur, en tout cas en apparence, je crois que tout ce que tu nous livres sur cette polyphonie du langage, sur la nécessité de l'autre pour entendre et sur ces liens corps-psyché valent absolument. Donc vraiment ce laboratoire de la douleur paradigmatique pour l'association, pour nos réflexions et pour tous les cliniciens, même quand ils se confrontent un peu moins que toi à la douleur. Donc j'ai pas eu le plaisir de te présenter tout à l'heure, mais merci infiniment de ce que tu es, de ce que tu nous montres, de ce que tu travailles sur cet axe-là. Et j'espère qu'on a encore un peu de temps, que j'ai pas été trop bavard pour débattre et discuter. Merci en tout cas à toi, Bernard. Merci.